la santé. Tout simplement, j'en expliquerai les raisons juste après, mais le but, c'était principalement de me faire un réseau, m'étendre à beaucoup de nouveaux domaines dans la santé qui m'intéressaient, et puis peut-être m'ouvrir à de nouvelles opportunités pour la suite. Donc voilà. Et aujourd'hui, du coup, j'ai mis en pause le podcast et j'ai rejoint une société de services d'assurance médicale et de conseil international en santé qui s'appelle C3 Médical. Et je suis responsable Afrique de l'Ouest. Donc là, aujourd'hui, je suis basé à Abidjan. Voilà. Donc, merci Jean-Baptiste de te lever aussitôt pour participer à ce webinaire. Charlotte, je te laisse te présenter. Donc, bonjour Charlotte, donc, je suis la directrice associée de Meditup. J'ai en charge principalement les aspects opérationnels, on va dire tout ce qui va être ergonomie, gestion d'équipe, gestion de projet. Et donc Ronan Leclerc, je suis co-dirigeant de l'agence de communication santé Meditup. Et la thématique du webinaire d'aujourd'hui, c'est podcast, le nouvel Eldorado de la communication digitale, point d'interrogation, puisque vous êtes nombreux à nous solliciter pour des projets de podcast. Mais la question, c'est de savoir s'il faut véritablement y aller en fonction des objectifs et des enjeux de votre projet. Alors, ce webinaire est enregistré, comme vous avez pu le percevoir, et donc on diffusera un replay à ceux qui le souhaitent à l'issue de l'émission. Alors, pour entrer dans le contexte et pour vous donner des éléments concernant les podcasts, on va déjà revenir sur plusieurs données clés. Déjà, il y a une première information qu'il faut qu'on partage avec les uns et les autres, c'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle de podcast. Puisque quand on regarde les études, le terme de podcast est un terme très générique qui peut intégrer un ensemble de sujets qui sont diffusés sous format audio sur Internet. Donc, les podcasts aujourd'hui, ça peut intégrer tout ce qui est radio en ligne, que ce soit des radios qui sont diffusées en direct ou des radios en différé, les podcasts natifs ou les podcasts de marque, qui est véritablement le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, la création d'un podcast qui est diffusé exclusivement sur Internet, sur les plateformes de podcasts. Mais les podcasts, c'est aussi tout ce qui revêt les livres audio, le streaming musical, donc typiquement des plateformes comme Spotify, la musique personnelle ou la musique de fond et la musique d'ambiance que vous pouvez écouter sur des plateformes, sur diverses plateformes. Donc, c'est véritablement important de faire attention de quoi on parle quand on parle de podcast natif. Et quand on parle de podcast, et nous allons nous focaliser sur tout ce qui a trait au podcast natif. Alors, parmi les données clés qui sont véritablement importantes, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un tiers des adultes français consomment des podcasts natifs. C'est véritablement, il y a eu une explosion et on a vu qu'il y avait une explosion, notamment depuis le confinement. C'est valable en France, mais c'est aussi valable dans plusieurs pays. Les podcasts ont véritablement explosé au cours de l'année 2020. Et 80% des adultes français incluent l'usage et l'écoute d'un podcast au jour le jour dans leur quotidien. Donc, on voit qu'il y a véritablement un engouement des Français pour les podcasts et que ça devient un média de prédilection pour pouvoir communiquer auprès de vos cibles ou communiquer plus largement. Les informations concernant les écouteurs, les personnes qui écoutent des podcasts natifs, il y a déjà une information qui est essentielle, c'est la cible. La cible, ce sont des personnes qui ont en moyenne 35 ans, qui sont souvent cadres, qui vivent dans une commune de plus de 100 000 habitants. Donc, on voit que souvent, ce sont des cadres urbains de 35 ans. Et surtout, ce sont des personnes qui surconsomment les médias. Ce sont des personnes qui sont hyper connectées. Et il y a une information qui est véritablement une information clé, c'est que les études montrent que 81% des personnes qui écoutent des podcasts ont aussi un compte Twitter et utilisent ce compte Twitter versus 28% de la population française. Donc, il y a une surreprésentation des utilisateurs de Twitter parmi les personnes qui écoutent des podcasts. Et en termes de consommation, les données clés montrent que les personnes écoutent les podcasts surtout seules, sur un smartphone, et notamment le matin. Et on verra qu'il y a un rapport aussi avec la présence dans les transports en commun. Du coup, on a vu les données clés. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, OK, si on y va, comment on doit construire, quelle stratégie on doit mettre en place pour réaliser cette stratégie de podcast. Donc déjà, est-ce que c'est un intérêt d'y aller lorsqu'on a un sujet de santé? La réponse est oui, puisque 77% des auditeurs de podcasts natifs sont intéressés par des sujets de santé. Et pour aller plus loin, mais quelles sont les raisons d'écoute de podcasts? Alors, en premier point, c'est le divertissement. Donc, à 93%, les auditeurs de podcasts écoutent des podcasts pour se divertir. À 92% pour éveiller leur curiosité et à 89% pour s'informer. Ça va être vraiment un point essentiel de la stratégie puisque ça va être la raison même de la création du podcast.
quel sujet, quelle thématique et vraiment quel va être l'objectif de mon podcast. Ensuite, d'un point de vue durée, la durée moyenne d'un podcast, c'est 10 à 15 minutes. Donc, on a mis la courbe à côté pour vraiment que l'on voit qu'il y a un pic sur 10 à 15 minutes et ensuite, on redescend. Donc, on voit que ce média, c'est vraiment de la consommation assez courte au final, parce que sur 10 à 15 minutes, on va avoir le jingle audio, on va avoir le jingle de fermeture. Donc, on est vraiment sur un podcast, on va dire, d'apport de contenu de 8 minutes, quand on parle de 10 minutes au total. Donc, c'est intéressant parce que on est vraiment sur du coup des durées qui sont vraiment courtes et donc ça veut dire qu'on va pouvoir en faire plusieurs, en faire des déclinaisons. On n'est pas sur des médias ou sur des tables rondes qui vont durer 45 minutes ou 1 heure. On voyait déjà qu'on était sur de la consommation qui allait de plus en plus sur des choses qui sont très focus, où on a de moins en moins de temps à consacrer, entre guillemets, à ces apports de contenu. Et le podcast ici, et ce chiffre va exactement dans ce sens-là. On est quelque part sur du snackable content. Vous pouvez revoir le webinaire dédié justement au snackable content. Donc ensuite, d'un point de vue format et voix, le format éditorial, c'est le format qui est préféré pour les podcasts de marque. Donc, le format interview, c'est le format éditorial qui est le préféré. Donc, 31% des podcasts actuellement, ce sont des interviews. En seconde place, on est sur le format reportage. Donc là, on va vraiment creuser un sujet, une thématique. Et enfin, sur le troisième point, on est sur du témoignage. Et effectivement, on voit que dans la santé, ce sont ces trois-là qui se démarquent, puisque lorsqu'on va parler de podcasts dans les maladies chroniques, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de soit podcasts à une voix, reportage, où on a une personne qui va témoigner et expliquer, ou on peut avoir de temps en temps dans une même série un podcast à 2 voix qui va être du témoignage. On va avoir une personne qui va introduire la présentation d'un patient et on va avoir le témoignage soit d'un patient, soit d'un professionnel de santé qui va venir étayer le contenu de la thématique. Et on verra d'ailleurs, excuse-moi Charlotte, que Jean-Baptiste, toi tu es sur un format à 2 voix, tu es sur un format interview. Exactement. Et du coup, effectivement, pour faire un petit focus sur du coup, le 2 voix ou 1 voix, on voit que c'est donc à 44% le format 2 voix qui occupe actuellement la place, le marché sur le podcast natif, 16% à 1 voix, mais du coup, c'est complètement en corrélation avec le format éditorial qu'on a vu précédemment, puisque l'interview et les témoignages sont souvent du coup des formats à 2 voix. On voit aussi par rapport aux témoignages, je parle beaucoup de témoignages à 2 voix, mais on a aussi le témoignage à 1 voix pour tous les podcasts en tout cas, je me focalise sur la santé, mais de personnes qui, par exemple, on a des patientes qui sont atteintes d'endométriose et qui vont témoigner et raconter leur quotidien. Et donc là, on est vraiment sur du témoignage, mais à 1 voix, puisqu'elles vont expliquer leur quotidien, les astuces, leur parcours de vie, entre guillemets. Et donc là, on est sur du témoignage, mais à 1 voix. Fréquence et publication. Alors, d'un point de vue, là, c'est vraiment une question qu'on nous pose régulièrement, c'est combien d'épisodes je dois faire et quel va être mon rythme de publication. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu les données clés. Ce qu'il en ressort en termes de fréquence de publication, c'est que si on sort un podcast de 15 minutes tous les mois, c'est un peu considéré comme trop peu. Bien, si on sort 1 heure quotidienne, personne n'arrivera à vous suivre. Donc, il va vraiment falloir jouer sur les 2 tableaux et réfléchir à qu'est-ce que vous allez pouvoir produire comme podcast et de durée de podcast pour savoir quelle fréquence de publication on va pouvoir proposer. Mais il y a un autre point qui est intéressant qui est le rythme de publication, puisque on voit, donc les statistiques montrent que 9% des podcasts sont publiés quotidiennement. Donc, on n'est vraiment pas sur la majorité des podcasts. 26% de manière hebdomadaire, 14% bimensuel, 16% mensuel. Mais surtout, ce qu'il est important de noter, c'est le 33%. Dans 33% des cas, l'intégralité d'une série de podcasts est mise en ligne le même jour. On est vraiment sur un autre moyen de consommer, c'est-à-dire que je vais consommer en fonction du temps disponible. Si j'ai le temps d'écouter un podcast, je vais écouter mais si j'ai le temps d'écouter une série, je vais être très heureuse de pouvoir écouter l'intégralité de la série de podcasts d'un coup.
Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est en rapport avec un petit peu les plateformes vidéo telles que Netflix qui parfois maintenant proposent l'intégralité d'une série d'un coup. Donc on est vraiment sur une autre manière de consommer où avant on était plutôt sur un engagement de la communauté où du coup on faisait une publication par exemple mensuelle et on essayait de créer un petit peu le buzz pour se dire allez les gens vont revenir dans un mois pour écouter la suite du podcast. Mais au final, lorsqu'on fait ça, il y a toujours une petite déperdition. Les gens ont trouvé un autre podcast à écouter ou ont trouvé un autre sujet d'intérêt. Et du coup, vous pouvez les perdre, entre guillemets, pendant ce mois d'attente, si jamais on est sur un podcast avec une rythmicité mensuelle. Alors que si on met l'intégralité d'une série, vous êtes sûr de pouvoir capter l'attention et vous pouvez essayer justement de gagner ces auditeurs sur l'intégralité de la série. Donc là aussi, c'est vraiment, d'un point de vue stratégie, à réfléchir en fonction de votre sujet. Y a-t-il une communauté qui va vous attendre ou est-ce que vous êtes plutôt sur des sujets plutôt focus sur quelque chose où on peut donner l'intégralité de l'information maintenant? Donc tout ça, ce sont justement des réflexions stratégiques à avoir pour savoir comment vous allez créer votre podcast et communiquer dessus. D'un point de vue diffusion, donc là, on a vu un petit peu toutes les statistiques sur la création. Quel va être le thème, quel va être le sujet, quel va être l'objectif, la rythmicité, la durée. Mais maintenant, c'est bon. Vous avez votre podcast, vous avez réussi à identifier toute la stratégie que vous souhaitiez mettre en place. Il va falloir le diffuser. Pour pouvoir le diffuser, l'idée, c'est vraiment de maximiser le nombre de plateformes sur lesquelles vous allez être. Pour ça, vous avez des solutions qui existent. Donc, ce sont des plateformes qui permettent d'intégrer votre podcast à un endroit. Et cette plateforme va aller la diffuser sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, c'est vraiment ce qu'on va vous conseiller, plutôt que de créer des comptes sur chacune des plateformes et où, du coup, vous allez devoir à chaque fois réintégrer le contenu, réintégrer la jaquette, réintégrer la présentation de votre podcast. Ici, certaines plateformes vous permettent justement de tout faire au même endroit et d'ensuite juste simplement pouvoir diffuser votre podcast. Les top applications en Q2 2021, donc c'est vraiment récent. On était sur à 41%, les podcasts sont écoutés sur iTunes, 21% Spotify, 8% Deezer. Et vous voyez, du coup, on est sur vraiment tout le reste. Ça, c'est vraiment une des niches, entre guillemets, pour toutes les autres plateformes d'écoute. Un autre point essentiel, c'est que donc là, on a parlé de diffuser votre podcast sur les plateformes d'écoute, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits sur lesquels vous pouvez prévoir de diffuser votre podcast et notamment votre site internet si vous bénéficiez d'un site internet. Les plateformes d'écoute dont on parlait précédemment et qui permettent justement un rayonnement large permettent également de vous mettre à disposition un player et ce player, vous allez pouvoir l'intégrer sur un site internet. Et l'avantage, c'est que toutes les écoutes que vous allez générer sur votre site internet vont pouvoir remonter en statistique au sein de cette plateforme et vous allez pouvoir voir si vous allez plus générer d'écoutes sur votre site internet ou sur une plateforme d'écoute. Donc ça peut être vraiment intéressant pour essayer d'identifier et de comprendre comment fonctionne votre cible et comment en faire la promotion. Et vous allez voir que l'intérêt également de mettre votre podcast sur un site internet, ça va être pour en faire la promotion derrière. Parce que le podcast souffre encore beaucoup de référencement naturel et donc il peut être intéressant justement de diffuser ce podcast sur un site puisque les sites internet sont beaucoup mieux référencés. Donc, une fois que la diffusion, elle est OK, quelles statistiques on va pouvoir suivre? Donc, les statistiques qu'on vous conseille et qui, pour nous, sont intéressantes, ça va être déjà par rapport au podcast, le nombre de téléchargements ou d'écoutes uniques du podcast. Le nombre d'abonnements, combien de personnes actuellement vont suivre votre podcast et donc quelle communauté vous avez réussi à créer autour de ce sujet, autour de cette thématique. Ensuite, la durée d'écoute de chaque épisode, parce qu'on vous a donné des statistiques qui sont très généralistes, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment un pic d'écoute de 10 à 15 minutes. On sait que les auditeurs de podcasts natifs sont du coup en moyenne écoutent des podcasts de 10 à 15 minutes, mais peut-être que votre cible, si vous êtes sur du professionnel de santé et que vous êtes sur une thématique qui est vraiment une thématique d'actualité qui est très profonde et qui demande à être étayée, vous allez pouvoir faire des podcasts jusqu'à 30 minutes. Encore une fois, ce sont des données qui sont à adapter en fonction de votre cible et de votre audience. Et donc là, ça peut être intéressant puisque la durée d'écoute, si vous voyez que tout le monde écoute 15 minutes ou 20 minutes de podcast, vous pouvez vous dire, si jamais c'est une stratégie à long terme et que vous faites par exemple une deuxième série de podcasts, que vous allez pouvoir rajouter 4-5 minutes. 4-5 minutes, ça paraît peu, mais on peut diffuser beaucoup d'informations avec ces 4 minutes en plus et donc ça peut vraiment être intéressant.
Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de suivre, si vous avez fait une série d'épisodes, le top 3 des sujets ou le top des sujets qui ont plu pour justement soit se dire ces sujets-là, ils plaisent, donc peut-être que je peux aussi les déployer sur d'autres supports de communication, ou ça veut dire que si je fais une deuxième série, on peut traiter à nouveau de ces sujets, mais sous un autre angle d'attaque. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre des statistiques qui sont aussi très dédiées aux auditeurs. Par exemple, quel est le jour et quelles sont les heures d'écoute de vos podcasts. Pourquoi ? Pour savoir tout simplement à quel moment communiquer ou le pousser. Toujours encore, si on vise le professionnel de santé, si vous voyez qu'il y a vraiment une plage d'écoute qui est entre 7h30 et 8h le matin, et bien une petite newsletter à 7h30 avec le lien pour dire voilà le dernier podcast, vous pouvez l'écouter, et bien vous savez que vous allez avoir potentiellement plus de taux d'ouverture et donc plus de taux d'écoute. Et enfin, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de voir les plateformes d'écoute, puisque comme on vous le disait, il y a des solutions qui permettent de générer et de diffuser le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Mais ces solutions-là dont on parle, elles vous permettent de voir des statistiques et de vous dire, eh bien, iTunes a généré tant d'écoutes, Android Podcast a généré tant d'écoutes, Spotify, Deezer, et ainsi de suite. Et donc, vous allez vraiment pouvoir voir qui sont vos auditeurs et où ils sont. Et donc, ça peut aussi être intéressant parce qu'on va voir si les écoutes se font plus sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur. Si jamais ils sont plus sur ordinateur, vous allez pouvoir savoir que peut-être qu'un site internet peut être intéressant pour aller plus loin. Donc, il y a vraiment toute une stratégie à créer autour des podcasts. Et donc, c'est un petit peu le point essentiel. C'est que le podcast, c'est un média à part entière, mais qui doit s'inscrire dans une stratégie de communication plus globale. Enfin, la promotion, on en parlait. Ce point-là est vraiment intéressant parce que comment on découvre de nouveaux podcasts natifs ? On voit que la première façon de découvrir un nouveau podcast, c'est le bouche à oreille. Ensuite, les réseaux sociaux. Ensuite, la recherche personnelle, c'est-à-dire moi qui vais faire une recherche au sein d'une plateforme et je vais faire la démarche d'aller chercher un podcast, ou les suggestions du site de l'éditeur. On voit que parmi le top 4, il n'y a pas de référencement naturel. Donc, ça soulève un point, c'est que lorsque vous faites une démarche de création de podcast, il est essentiel de réfléchir à la promotion que vous allez en faire derrière. Si vous faites du podcast, mais que derrière, vous n'en faites pas la promotion, ça ne va pas être le référencement naturel qui va vous aider. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Et de même, il faut se questionner sur quel va être l'objectif et quelles sont les informations que vont apporter mon podcast, parce qu'on voit que le troisième point, c'est la recherche personnelle. Donc, c'est-à-dire que les gens vont taper, ils vont faire une recherche. Est-ce que ces gens-là peuvent être vos auditeurs ? Est-ce que ça peut être intéressant ? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit, comme je vous le disais, qu'il n'y a pas de référencement naturel. Le seul référencement naturel que vous pouvez avoir actuellement sur Google, ce sont les gens qui vont taper podcast et qui vont taper ensuite leur recherche. Et donc là, effectivement, on est vraiment sur une recherche de podcast, mais si vous êtes sur des sujets un petit peu plus généralistes, personne ne va taper podcast. Les gens, ils vont faire une démarche de recherche sur Internet. Et donc, c'est pour ça que, pareil, on le disait, si c'est votre site Internet qui ressort et que sur votre site Internet, vous avez la liste de vos players, c'est un bon moyen de faire la promotion d'un podcast. On a des questions qui apparaissent sur le module de chat. On y répondra par la suite, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Alors, donc, on va désormais donner la part belle à Jean-Baptiste qui va nous témoigner justement de son expérience en tant que créateur du podcast Entreprendre dans la santé. Jean-Baptiste, tu t'es présenté précédemment. Je vais quand même rappeler quelques données clés concernant ton podcast. C'est plus de 60 épisodes que tu as réalisés sur une durée d'approximativement 1 an. Donc, on voit que c'est un rythme de publication qui est colossal puisque 52 semaines dans l'année, 60 podcasts. On voit que tu en publies en moyenne un peu plus d'un par semaine. Et ces 60 podcasts ont généré plus de 20 000 écoutes. Donc, je pense que ton retour d'expérience est assez intéressant pour pouvoir justement nous expliquer comment tu as fait pour promouvoir tes podcasts et susciter un intérêt véritablement aussi important pour ces podcasts. Peut-être rappelons que ce sont des interviews d'entrepreneurs et d'acteurs inspirants de l'écosystème entrepreneurial en santé. Donc, que ce soit des créateurs de startups, tu as interviewé Clément Gers, tu as interviewé le fondateur de LifeFund, je ne me rappelle plus, Franck Lewey. Franck Lewey, merci beaucoup. Tu as interviewé beaucoup de personnes. Ce qui est marquant, c'est que tu as des podcasts qui sont d'une durée moyenne de 45 minutes et on voit que tu en publies énormément.
pourquoi est-ce que tu as choisi ce format aussi long et ce rythme de publication aussi intense? Bon, déjà, merci beaucoup de me recevoir. J'ai beaucoup de chance et beaucoup de plaisir à partager un petit peu voilà, mes apprentissages sur le podcast. Moi, donc, pourquoi cette durée? En fait, c'est assez simple. Ça part tout simplement d'une stratégie, donc, comme disait Charlotte, de vraiment connaître les personnes avec lesquelles j'échange. Et pour les connaître, en fait, 10 minutes, c'est pas assez, 15 minutes non plus. Et pour vraiment rentrer dans le détail de leur parcours, de leur expérience, vraiment apprendre de leurs échecs, de leurs réussites, il fallait avoir un format long. Et donc, je me suis dit que c'était pas juste un constat personnel, mais que c'est à peu près pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vraiment envie de s'informer sur ce qu'a fait une personne, un format trop court sera assez frustrant. Et donc, tout naturellement, je me suis dit, bon, on va faire une vraie discussion. Et une vraie discussion, pour moi, c'est quand ça dépasse 25 minutes et que là, on peut vraiment partager des anecdotes, des moments clés du parcours, des petites histoires, etc., qui vont vraiment plaire aux auditeurs. Alors, donc 45 minutes, on comprend le format interview, avoir véritablement rentré quelque part plus dans le détail, avoir des anecdotes comme tu évoques. Mais une fois par semaine, 45 minutes une fois par semaine, tu aurais pu peut-être te dire, bah voilà, je fais 45 minutes une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Et là, tu as vraiment eu un rythme effréné, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que c'était assez fatigant. En fait, c'était pour 2 raisons. Parce que donc, du coup, moi, je n'ai pas expliqué, mais vraiment, je n'ai pas lancé ce podcast par altruisme ou pour être connu ou quoi que ce soit. J'ai vraiment utilisé ce podcast comme prétexte, en fait, pour aller échanger avec ces personnes. Donc, j'étais vraiment dans une démarche un peu égoïste, personnelle. Et moi, j'avais envie et j'avais besoin de rencontrer beaucoup de personnes en un an. Déjà parce qu'on était en pleine pandémie, donc on ne voyait plus personne. Et surtout, j'étais étudiant. Donc, j'avais encore ce besoin vraiment de rencontrer un maximum de personnes qui allaient pouvoir simplement m'élargir mes horizons, vraiment m'apprendre beaucoup de choses. Et donc, je me suis imposé ce rythme d'une fois par semaine pour avoir un objectif en fait personnel, parce que je me suis dit non, si c'est une fois toutes les 2 semaines, ça va être un petit peu mou. Et puis une fois par mois, j'en parle pas. Et de la même manière, en fait, si je voulais inviter des invités sur mon podcast, forcément, ils allaient être intéressés par voilà, les retombées de la communication, de ce que ça allait leur apporter pour leur marque. Et donc, pour cela, il fallait que je développe quand même une audience. C'est-à-dire que je ne pouvais pas juste faire une interview, la publier dans mon coin et pas du tout en faire la promotion. Et donc, pour cette raison, il faut être présent toutes les semaines, sinon les auditeurs vont vous oublier, en fait. Parce qu'il y a tellement d'autres podcasts, tellement d'autres, pas juste des podcasts, mais tellement d'autres choses qui vont attirer leur attention au quotidien qu'ils risquent tout simplement d'oublier que vous existez. Voilà. D'accord. Donc, une fois par semaine, c'est le rythme idéal, je pense. Donc, une fois par semaine, 45 minutes pour éviter qu'on t'oublie. Alors, tu as évoqué le fait que c'était un peu épuisant. Est-ce que tu sous-traitais, tu déléguais certaines des tâches justement sur, je ne sais pas, le montage audio, ce type de choses-là? Aucune. Rien du tout. J'ai tout fait tout seul. D'ailleurs, ça s'entend, mais les intros, outros sont vraiment pas terribles. Donc, en fait, le but, c'était vraiment de publier rapidement et de se concentrer sur le contenu, sur les invités, avoir des invités de qualité. Surtout que j'étais, à l'époque, le premier, on va dire, à faire un podcast interview dans la santé sur un format aussi long. Il y avait d'autres initiatives, mais plutôt courtes. Et donc, j'avais un peu cette chance de pouvoir solliciter les personnes. Et à chaque fois, c'est la première fois que je vais parler aussi longtemps. Comment tu vois la chose? Est-ce qu'il va y avoir des blancs, etc. Et donc, moi, le but, c'était vraiment de les rassurer. Et donc, il y avait pas de, c'était pas quelque chose d'énorme. On se connectait, j'allumais l'enregistrement et puis on échangeait et je pouvais monter dans la soirée. Et donc voilà, il y avait vraiment cette notion de haute fréquence une fois par semaine et souvent même j'en enregistrais d'avance. Donc parfois je me retrouvais avec des semaines où je faisais 3-4 interviews et puis après j'allais un peu me reposer pendant 2 semaines, le temps de trouver de nouveaux invités de qualité. Donc, c'était un peu épuisant, mais
on s'y fait vite. Et surtout, il faut trouver une méthode pour pouvoir vraiment un peu automatiser cette publication d'épisodes, que ce soit dans le montage. En fait, à chaque étape, il faut vraiment créer des sortes de mini-process, que ça soit dans la manière d'envoyer les invitations aux invités, donc avoir un template qui est déjà tout fait, on va juste modifier quelques éléments, que ça soit dans le script, que ça soit dans la recherche d'informations sur l'invité. Tout ça, en fait, j'étais devenu un peu une machine, donc ça allait très vite. Alors parfois, forcément, on pouvait trouver que ça faisait perdre en qualité certains épisodes parce que il y avait des questions qui étaient assez similaires, même si vraiment, il y a des gens pour lesquels ça va leur plaire parce qu'ils vont retrouver la même structure. Des gens, ils vont trouver que c'est la même chose à chaque fois. Donc, moi, j'étais plutôt dans une démarche, comme je disais, égoïste, de faire vraiment le même format à chaque fois. Comme ça me permet aussi de comparer les parcours d'une certaine manière, même si je ne comparais pas les réussites ou les échecs, mais ça permet de se dire, ah tiens, c'est marrant, cet entrepreneur a fait telle chose avant tel autre. Comment cette personne a rebondi après cet échec. Et donc, je retrouvais cette structure à chaque fois. Voilà. D'accord. Alors, tu n'as pas songé à décliner tes podcasts audio en version vidéo. On voit de plus en plus qu'on a certains podcasts audio dont on retrouve le pendant en vidéo sur YouTube. Je suppose qu'avec le rythme effréné, faire un montage vidéo, ça aurait été encore plus compliqué. Pour cette raison, et puis tout simplement parce que en fait, je me mets à la place des auditeurs. Certes, il y en a beaucoup qui écoutent sur YouTube, surtout je crois, dans les catégories plus jeunes, parce que c'est une plateforme préférée de streaming. Donc forcément, on va toucher un public qui est déjà très présent sur YouTube. Pour le référencement naturel, c'est très bon aussi, parce que YouTube, c'est un excellent moteur de recherche. Donc, je pense que ça aurait été pertinent même de mettre une image de fond et de mettre le podcast. Je ne pense pas que j'aurais fait un montage vidéo parce que c'est trop lourd à faire. Et puis, moi, vraiment, j'aime le podcast audio. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'écouter de manière en mouvement, ou quand on fait quelque chose, quand on fait la cuisine, le ménage ou autre, ou dans les transports. Et donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de regarder la vidéo quand il n'y a pas de performance visuelle ou de support visuel. Donc bon, à partir de là, je me suis dit, c'est pas nécessaire. Peut-être que ça viendra après, quand j'aurai plus de budget et que je pourrai déléguer une partie, mais c'est pas venu. Voilà. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est aussi marquant, c'est que dans tes podcasts, il y a le jingle d'intro, il y a l'outro, mais il y a aussi une synthèse que tu restitues avant même l'interview. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix justement d'avoir une synthèse de l'interview avant l'interview ? Déjà parce qu'en fait, j'avais besoin forcément de rédiger ce texte pour faire la description de l'épisode. Donc, je ne me suis pas vraiment cassé la tête, c'est-à-dire que j'ai rédigé la description de l'épisode et à chaque fois, je la lisais en intro d'épisode. Comme ça permet d'éviter le churn, donc le fait que les personnes quittent très rapidement, parce qu'on va déjà leur expliquer ce qu'elles vont trouver dans cet épisode. Et puis, c'est du teasing, en fait, tout simplement. Et ça permet, donc, pour ceux qui n'ont pas lu la description, notamment quand on passe d'un épisode à un autre, parce que parfois on va faire 2 heures de transport, on va écouter 2 épisodes à la suite. On ne va pas enchaîner d'une interview à une autre interview sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Là, au moins, on a un petit récapitulatif avant de commencer l'épisode. Ça permet de ferrer quelque part l'internaute pour savoir ce dont on va parler et de dire, OK, on t'engage sur les 45 minutes qui vont suivre. Voilà. Est-ce que tu utilises une plateforme ? On a évoqué les plateformes pour diffuser sur les différentes plateformes de podcast, donc une solution qui permettrait de diffuser massivement. Est-ce que toi-même, tu as utilisé une plateforme justement pour diffuser sur les différentes plateformes ? En fait, l'hébergeur, maintenant, la plupart des hébergeurs incluent une fonction qui s'appelle quelque chose comme auto-publish ou quelque chose comme ça, ou one-click publish, qui permet tout simplement, quand on fait diffuser, de diffuser automatiquement sur toutes les plateformes de streaming. Et donc, j'ai même pas eu à chercher vraiment une plateforme en plus, puisque c'est intégré à l'hébergeur. Et moi, j'utilise Anchor, qui est un hébergeur américain, et qui, dans sa fonction gratuite, inclut assez de fonctionnalités et de statistiques, puisque je sais que c'est ton sujet d'après. Tout à fait. Alors, pour moi. Donc, voilà. Selon toi, les KPI les plus importants à suivre quand on crée son podcast, ce sont lesquels ? Moi, je regardais. Alors, ce serait faux de dire que je regardais
pas les statistiques, mais je m'en détachais vraiment. Je regardais que certaines choses, le nombre d'auditeurs par semaine, puisque donc moi j'ai un podcast hebdomadaire, donc il y a forcément ce chiffre qui est important à suivre. Ensuite, le nombre d'auditeurs uniques, parce que souvent je vois même des publications de podcasteurs ou même des marques qui publient, on a eu plus de 1000 auditeurs. C'est faux, en fait, c'est pas des auditeurs uniques. Enfin, quand je vois à peu près les standards sur des podcasts natifs, des petits podcasts, il faut bien faire la différence entre le nombre d'écoutes et le nombre d'auditeurs uniques, parce que c'est pas du tout la même chose. Et c'est un petit peu mentir que de dire voilà, qu'on a eu 1000 auditeurs uniques en une semaine quand on a un tout petit podcast, c'est pas du tout réaliste. Donc voilà, moi je tournais vraiment sur d'autres chiffres, alors que quand même, sur les réseaux sociaux, tout ça, j'avais de très bonnes retombées, mais il y a une différence entre la communication et le nombre d'écoutes réelles chaque semaine. Voilà, il y a des gens qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux, qui vont s'engager avec votre contenu, etc. et qui derrière vont pas forcément écouter le podcast. Donc, faut bien mesurer tout ça. Alors, ça permet justement, merci d'aller sur une autre question, c'est la question de la visibilité, de la promotion du podcast, parce que tu le diffuses sur les différentes plateformes via Anchor, tu suis des KPI, mais pour ça, il faut avoir du trafic. Comment est-ce que tu as réussi à générer ton trafic? Quelle a été la stratégie que tu as mise en œuvre pour promouvoir ton podcast, pour lui octroyer une grande visibilité? Alors, grande visibilité, je ne sais pas, mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur un seul canal qui était LinkedIn. En fait, moi, mon conseil, c'est d'aller à la fois là où c'est pertinent pour votre audience de retrouver votre contenu, mais surtout sur un canal que vous maîtrisez. Moi, je ne suis pas très bon sur Instagram, par exemple, mais je sais qu'il y a des podcasts qui cartonnent vraiment sur Instagram. Ça demande peut-être un sens du design, des choses, quelques compétences en graphisme. Moi, ce n'était pas du tout mon point fort. En revanche, sur LinkedIn, je maîtrise plutôt bien la plateforme, les codes. J'ai un bon réseau et donc, du coup, ça permettait facilement de partager, d'engager mon audience et d'engager les intervenants. Et surtout, moi, comme je disais, le but pour les intervenants qui passaient sur le podcast, c'était de mettre en valeur leur marque, de parler d'eux, etc. Et donc, il fallait réfléchir où est-ce que mes auditeurs aimeraient partager leur contenu. Et quand c'est du professionnel, on est essentiellement sur LinkedIn, un petit peu Twitter. Mais donc, vraiment, j'ai même pas réfléchi. C'était pour moi le plus pertinent. Et surtout, ça permet aussi de gagner en crédibilité, avoir une sorte de marque d'autorité sur une thématique. Puisque quand on allait sur mon profil, on retrouvait vraiment toutes les infos sur mon podcast. Vous pouvez mettre en avant certains posts clés. C'est toujours le cas si on y va. On va voir que voilà, il y a les posts qui ont le mieux marché qui sont mis en avant. J'ai un statut créateur, donc on peut voir vraiment mes derniers posts avec le nombre de likes, etc. Donc, je me suis concentré uniquement sur LinkedIn. D'accord. Alors, j'ai envie de dire c'est partiellement vrai parce qu'on recevait aussi une newsletter c'est vrai. toutes les semaines. Oui, c'est vrai, je l'ai oublié. Il y a quelques personnes qui étaient abonnées sur cette newsletter. Alors, cette newsletter, c'était vraiment uniquement dans le but de construire une base de données dans un but futur lointain, on va dire, peut-être de vendre un service ou un produit. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment fait l'usage, mais c'est vrai que c'est ce qui est très conseillé quand on lance un podcast ou même quand on crée du contenu, c'est de ne pas juste pousser son contenu et ne rien collecter sur ses auditeurs. Donc moi, je collectais pas grand-chose, je prenais juste une adresse mail. Je sais qu'il y en a qui prennent un peu plus, ce qui est probablement pertinent quand on veut commercialiser quelque chose. Et surtout quand on veut faire du contenu ciblé aussi, c'est pertinent. Moi, j'utilisais surtout ça comme autre manière de rappeler que j'existais et qu'il y avait mon podcast qui sortait chaque semaine. Et donc, je faisais vraiment le moins d'efforts possible. Au début, je me disais, bon, ça va être faisable de partager des news de l'écosystème. Donc, voilà, je sélectionnais 3 articles, je faisais de belles descriptions, j'ajoutais mon point de vue, etc. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, c'est pas du tout tenable quand on est tout seul. Moi, j'ai des copains qui ont lancé des podcasts. Ils se mettent à 2. Il y en a un qui va faire la newsletter, l'autre le podcast. Et ça permet comme ça d'avoir de la qualité sur les deux. Mais
je pense qu'il faut savoir aussi être conscient de ses limites. Et donc, moi, je me suis dit non, on va d'abord se concentrer sur le podcast et envoyer juste un mail par semaine avec l'épisode, ce qui permet juste de remonter on va dire, la liste des priorités des internautes ou des auditeurs. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une dernière question et ensuite, on passera à la phase de questions-réponses avec les auditeurs. Quels sont, selon toi, les éléments clés, les principaux éléments clés pour la réussite d'un podcast ? Déjà, il faut être très, très régulier. C'est-à-dire que je connais plus la statistique, mais c'est énorme le nombre de podcasts qui disparaissent avant 10 épisodes, donc, ou qui ne dépassent pas les 10 épisodes. Donc, je pense que c'est ce qui va vraiment créer une habitude chez l'auditeur, une habitude d'écoute. Et puis, surtout, rester constant sur la qualité. Sur le format, il ne faut pas non plus perdre ses auditeurs, c'est-à-dire qu'un jour, on va faire une interview, le lendemain, on va faire un reportage, et puis le jour d'après, on va faire un témoignage. Je pense qu'il faut, ou alors décliner différents formats, mais vraiment être régulier sur ces formats, pas juste faire 2 interviews et puis un reportage tous les 6 mois. Enfin, là, les auditeurs ne vont pas savoir en fait comment cerner votre podcast, alors que si on se concentre sur une seule chose, qu'on est très régulier, tout de suite, dès qu'on se connecte, on voit, OK, en fait, lui, il fait des interviews d'entrepreneurs en santé toutes les semaines. Au moins, c'est clair, je sais à quoi m'attendre si je m'abonne. Je sais que la semaine prochaine, c'est ce qui va sortir. Donc voilà, ça, c'est vraiment un point important. Et puis, je pense que la communication, c'est crucial. C'est-à-dire que si on a une ambition de faire croître cette base d'auditeurs, il faut être très bon sur certains canaux et surtout avoir une dimension d'écosystème, bien comprendre qui sont les différents acteurs, qui va pouvoir relayer mon contenu, qui va le soutenir, qui est l'influenceur sur telle thématique, qui sont les grands médias qui pourront relayer, avec lesquels je vais pouvoir faire des partenariats. Voilà, c'est vraiment des notions marketing, communication, relations publiques qui sont très importantes et qui n'étaient pas ma priorité au début et qui, après, elles sont devenues quand j'ai commencé à faire un peu de sponsoring, que j'ai commencé à avoir des partenariats avec des marques. Voilà, il fallait trouver des moyens pour relayer le contenu. D'accord. Merci Jean-Baptiste. Alors, j'ai dit qu'on posait les questions, mais en fait, on a encore une petite conclusion. Donc, on reste sur la conclusion et ensuite, on répond à vos questions. Du coup, en conclusion, la question de base qu'on avait posée, c'est faut-il y aller ? Alors, pour pouvoir y répondre, il faut se poser les bonnes questions. C'est quelle est votre cible ? Alors, on a vu quels étaient les auditeurs, on a vu le profil type de l'auditeur du podcast natif. Mais vous, quelle va être votre cible ? Est-ce qu'il y a une audience ? Est-ce que ces personnes-là sont des auditeurs de podcast ou peuvent le devenir ? Parce qu'après, vous pouvez créer aussi et engager les personnes, mais il faut vraiment se poser cette question-là. Quel est votre thème ? Est-ce qu'il peut engager une communauté ? Est-ce qu'il peut être décliné en série ou est-ce qu'on est vraiment sur du one-shot ? Parce qu'on est vraiment sur, c'est ce que disait Jean-Baptiste, c'est qu'il faut vraiment pouvoir créer une série et pouvoir vraiment décliner le sujet et le traiter de différentes manières. Et puis, quel est votre budget ? Parce que comme on l'a vu, il n'y a pas de référencement naturel, ce qui veut dire que si vous créez un podcast et si vous souhaitez qu'il marche et qu'il se démarque, ça va passer par de la promotion et cette promotion va être obligatoire. Et du coup, ces 3 questions sont liées parce que en fonction de votre audience, vous allez pouvoir plus ou moins facilement la toucher. Si on reste sur les professionnels de santé, si vous êtes sur des médecins généralistes, on sait que faire de la newsletter vers les médecins, eh bien, ça coûte très cher. Donc, il faut vraiment réfléchir à cette promotion pour savoir si oui ou non il faut y aller. Et si vous décidez à OK, j'ai une stratégie, effectivement, je pense que mon sujet est intéressant, mon audience déjà écoute quelques podcasts ou peut écouter des podcasts. OK, j'ai un budget pour la promotion et je vais y aller. Et ben, il y a des questions à se poser qui vont du coup être vraiment pour créer votre stratégie, identifier l'objectif, votre cible, le concept. Vraiment, qu'est-ce qui va faire que votre podcast va être différenciant par rapport aux autres du marché ? Est-ce que cette thématique est déjà abordée ? De quelle manière ? Quelle ligne éditoriale ? Quel format ? Est-ce que vous êtes plus sur de l'interview ? Est-ce qu'on est plus sur un podcast qui est dynamique et qui va être très explicatif ? Est-ce qu'on est plus sur du reportage ? Quels vont être les animateurs et les intervenants ? Est-ce que votre audience va avoir besoin de s'identifier ? Donc, on va peut-être avoir du patient ou est-ce qu'on est vraiment sur de l'information très pointue et on se dit, bon,
on peut peut-être avoir un professionnel de santé. Mais tout ça, sans oublier qu'on n'est que sur du format voix. Il faut donc que la voix soit impactante et pertinente. C'est-à-dire que si on est sur quelqu'un qui n'est pas entraînant ou qui est un petit peu long ou lent, on peut très facilement et très vite perdre les auditeurs. Comme Jean-Baptiste le disait, c'était intéressant de capter l'attention très vite parce qu'on voit que si dans les 10 secondes, on n'a pas capté l'attention, la personne, elle part. C'est-à-dire que dans les 10 secondes, si jamais votre animateur ou votre intervenant il ne démarre pas tout de suite et il n'est pas engageant, et ben vous avez beaucoup de chances que tous vos auditeurs s'en aillent. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir quelqu'un qui sait engager une communauté. Ensuite, le thème et les sujets, c'est quel va être votre thème de base, mais quels vont être vos sujets qui vont venir étayer ce thème et permettre de faire des séries de podcasts. Quelle durée moyenne? On en parlait. Là, c'était 45 minutes parce qu'effectivement, il y a une discussion, on va dans un reportage de fond et on s'adresse à une audience qui souhaite vraiment savoir le parcours de la personne. Donc, effectivement, 45 minutes, c'est très bien. Par contre, si on est sur on peut être sur des petits formats parce qu'on est plus sur du snackable content, parce qu'on veut capter l'attention d'une personne juste quand elle est dans les transports, et bien là, on va faire du plus petit. Donc, il faut vraiment connaître son audience. Et ensuite, quel nombre de podcasts? Ça va être vraiment aussi en fonction de votre thème, des sujets qui peuvent être abordés, et puis bien évidemment du budget. Donc, on vous a vraiment mis quelle stratégie on pouvait avoir, quels étaient les chiffres du marché. Et bien évidemment, comme à chaque fois, ces chiffres sont à adapter en fonction de votre audience, votre sujet et votre budget. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le module de chat, on en a déjà plusieurs. Il y a une première question, c'est 41,5% des podcasts sont diffusés sur iTunes. Mais pour le total des podcasts existants, est-ce que iTunes est la plateforme qui en contient le plus? Alors, concrètement, moi, je n'ai pas cette réponse. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que les plateformes permettent de diffuser les solutions de diffusion de vos podcasts permettent de diffuser souvent sur un maximum de plateformes. Et on peut penser que iTunes, effectivement, était un des premiers. Il a une belle part de marché à l'international, donc on peut penser qu'il peut y avoir plus de podcasts diffusés sur iTunes. Maintenant, c'est vrai que Spotify aussi a racheté l'année dernière des plateformes de podcasts pour pouvoir devenir un acteur leader sur la diffusion de podcasts. Donc, il faut être en permanente veille sur les plateformes qui sont les plus pertinentes pour diffuser vos podcasts. Et dans tous les cas, on vous recommande de diffuser sur un maximum de plateformes. Ensuite, la durée d'écoute. Comprends les passages. Attends, il y a Jean-Baptiste qui veut ajouter quelque chose. Non, juste ajouter qu'en fait, je pense que ce n'est même pas une question vraiment à se poser. C'est-à-dire qu'il faut être partout. Et à partir du moment où on publie, on va forcément être partout. Donc, je pense que ça, c'était plutôt avant, mais même il y a longtemps, parce que ça fait plusieurs années qu'il y a cette technique de diffusion multiple. Donc, je pense que voilà, entre iTunes, Spotify, Deezer, il n'y a pas vraiment de question qui se pose. Même si Spotify va devenir leader, c'est plutôt dans la promotion et chercher à être mieux classé sur certaines applis que là, ça va être pertinent. Par exemple, on sait que Apple, enfin iTunes, a un outil de mise en avant de certains podcasts. Et ça, sur Spotify, ça n'existe pas encore vraiment. Il y a pour certaines catégories une sélection de podcasts qui sont poussés, mais iTunes va vraiment mettre des têtes d'affiche et ceux-là vont voir un petit peu leurs chiffres boostés, mais ce n'est pas encore dingue. Donc, vraiment, la promotion va jouer un gros rôle. Tout à fait. D'un point de vue durée d'écoute, est-ce que la durée d'écoute comprend les passages zappés accélérés pour optimiser le contenu et l'adapter? Alors, quand on a dit 10 à 15 minutes, c'est un sondage qui a été réalisé par Havas pour le Paris Podcast Festival qui a eu lieu la semaine dernière. Et du coup, ils ont demandé aux auditeurs de podcasts natifs, pour vous, quelle est votre durée préférée de podcast? Et cette durée, ça a été justement cette fameuse courbe qu'on vous a montrée et qui montrait les 10 à 15 minutes. Donc, en soi, c'est pas cette durée d'écoute qu'on vous indiquait, c'est pas si ça comprend les passages zappés ou accélérés, c'est vraiment la durée préférée et indiquée du coup par les auditeurs de podcasts natifs. Existe-t-il des plateformes qui permettent de s'adresser uniquement aux professionnels de santé via une reconnaissance RPPS? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de plateforme qui permet de filtrer exclusivement sur des professionnels de santé. Vous pouvez sans doute le faire quand vous diffusez ça sur votre site internet et qu'il y a une authentification de vos professionnels de santé pour pouvoir diffuser votre podcast exclusivement à cette cible. Exactement. Je vais faire la dernière. Quid d'un mix podcast-webinaire ou d'un transfert des contenus d'un webinaire sur un format de podcast? Alors, effectivement, on nous pose souvent cette question. Tout va dépendre de comment vous avez construit votre webinaire. Si votre webinaire est construit avec des slides et vraiment des informations qui sont émises sur des slides, bien évidemment,
comme on n'aura plus ces slides-là et qu'on est vraiment sur un format podcast et juste écoute, ça va être compliqué. De même, quand les personnes, c'est une table ronde, elles discutent entre elles et parfois, elles parlent en même temps. Ce fait de parler en même temps, on va dire que quand on l'a en visuel, c'est moins grave que quand on l'a en podcast parce que on voit les gens débattre et du coup, on est parmi eux et donc, on va porter notre attention sur une ou deux personnes. Lorsqu'on l'écoute, deux personnes qui parlent en même temps, sur un podcast, c'est vraiment pas possible. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu. Ça va être comment vous avez construit votre webinaire. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce webinaire en vous disant qu'il va y avoir un élément podcast et donc là oui, il va falloir le travailler, il va falloir alerter les intervenants et que tout le monde soit au courant pour que vraiment ce soit quelque chose qui soit construit dans cette optique-là. Et si ça ne l'a pas été, écoutez votre webinaire sans regarder et dites-vous, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que oui, ça marche? Et dans ces cas-là, c'est possible. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'on est vraiment sur des techniques et des médias qui sont différents. Le webinaire, on va avoir souvent des durées qui sont plus longues. Le podcast, on est sur des choses qui sont vraiment très essentielles et qui vont se focaliser. Donc voilà, pourquoi pas, mais il faut vraiment réfléchir. Il faut prévoir la chose. Jean-Baptiste, tu en penses quoi, toi, de webinaire transformé en podcast? Je pense que généralement, moi, j'ai pas envie d'écouter un webinaire. Généralement, comme les replays de webinaires, bon, à moins que ça soit vraiment une thématique qui m'intéresse en particulièrement, mais généralement, le podcast, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va écouter chaque semaine. J'aime bien que le contenu soit dédié au podcast. Généralement, les gens donnent un autre ton aussi par rapport à un webinaire, c'est beaucoup plus intimiste. Et donc, on s'y retrouve beaucoup plus quand on écoute ça. Surtout que vraiment, il faut se dire que le podcast, c'est quelque chose qu'on va écouter généralement avec des écouteurs, parfois avec une enceinte, mais donc, on va vraiment être dedans. Et généralement, le webinaire, c'est plutôt quelque chose de distant. Et donc, moi, je préfère avoir vraiment un podcast dédié et j'écoute que ça. Donc voilà, je ne pense pas que j'écouterai des webinaires tout de suite. Après, parfois, si c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, c'est effectivement pertinent qu'il y ait un format MP3, enfin un format podcast, mais de là à créer, de là à l'ajouter à une succession d'épisodes classiques de podcast, non, je ne pense pas que ça aurait beaucoup de sens. Très bien. Alors, on est arrivé sur la dernière question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer par email puisqu'il est déjà 9h47. On avait fixé un créneau 9h, 9h45. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous souhaitez le replay, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Vous avez mon adresse. Merci Jean-Baptiste pour ton témoignage, pour ton retour d'expérience concernant le podcast Entreprendre dans la santé. On rappelle plus de 60 épisodes, plus de 20 000 écoutes et on espère encore une belle longévité et de nouvelles interviews sur ce podcast. Parce qu'effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était toujours très, très intéressant d'avoir la vision des entrepreneurs dans le domaine de la santé. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Bonne journée. Merci Jean-Baptiste. Merci. Au revoir. Au revoir.